Bonsoir. Alors, l'intervention concerne la chronologie du plaisir féminin, vers la régression à la libération avec un point d'interrogation. Et la première question qui se pose, qui préfère le sexe? Les hommes ou les femmes? Alors en fait, à cette question, généralement, il y a un consensus aujourd'hui. On dit oh ben, les hommes généralement préfèrent le sexe. Pour eux, c'est un besoin, c'est immédiat, c'est leur nature profonde, c'est automatique de désirer le sexe à ce point-là. Alors que pour les femmes, qui sont des êtres beaucoup plus subtils, raffinés et délicats, elles ont besoin d'un contexte, éventuellement même de sentiments, d'être amoureuses pour avoir un désir sexuel. Eh bien, cette vision du désir masculin ou féminin est en fait une pure construction sociale. Il y a quelques centaines d'années, les habitants, tout le monde pensait exactement la chose inverse, c'est-à-dire que les femmes avaient beaucoup plus de désir sexuel que les hommes. Il y a une raison très simple, qui est une raison biologique qu'on retrouvait dans la chambre à coucher, c'est-à-dire généralement, après l'acte, qu'est-ce qui se passait? L'homme avait joui. Arrivé alors ce qu'on appelle la période réfractaire, l'homme n'a plus aucun désir, et la femme, elle, a envie de recommencer. Parce qu'à une époque où la sexualité n'a pas une image terrible, les femmes ont simplement envie de profiter de leur corps, elles ont cette capacité biologique à enchaîner les orgasmes, et elles veulent continuer. L'homme est effrayé, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette femme, cet animal? Et ça a été un prétexte, même un prétexte pour l'homme, pour dire que c'était un être supérieur par rapport à la femme, car lui, l'homme, était capable de maîtriser, très hypocritement, mais de maîtriser ses pulsions, puisqu'il était capable à un moment à ne plus avoir de désir, alors que la femme, cet animal, en voulait encore et toujours. C'était une construction sociale, et ça fonctionnait très bien. Et je dirais même que dans des pays très puritains, les États-Unis par exemple, on considérait tout à fait normal que la femme ait des désirs sexuels importants à assouvir. C'est ainsi par exemple qu'en 1600, dans les années 1600, la première église de Boston a excommunié un homme, resté à la postérité depuis, s'appelle James Mattock, parce que cette personne, cet homme, dans le cadre d'un mariage, n'avait pas eu assez de relations sexuelles avec sa femme. Alors on peut considérer, mais lui l'Église n'aime pas le sexe. À cette époque, l'Église n'avait pas une si mauvaise image de la sexualité, du moment que c'était dans le cadre du mariage. Et elle reconnaissait que les femmes avaient des besoins, des désirs sexuels qui étaient forts, et donc si jamais l'homme n'y satisfaisait pas, eh bien il était renvoyé de l'Église. Or évidemment, les choses ont évolué depuis. Les hommes qui sont quand même un petit peu vicieux dans leur esprit, ils se sont dit, mais c'est pas possible d'avoir autant de désirs. Ce surcroît de désirs féminins, dans la réalité, c'est une maladie. Et à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle est apparue cette maladie, et comme toute maladie, il faut les soigner, qu'on a appelée l'hystérie. L'hystérie, ça existe encore aujourd'hui pour désigner un état d'irritabilité particulièrement important. Dans la réalité, l'hystérie à la base, c'était une maladie purement féminine. Le mot hystérie lui-même vient de la même racine que le mot utérus. Et donc, étaient hystériques toutes les femmes qui avaient des désirs sexuels absolument fous et donc inassouvis. Il fallait donc les soigner. On a mis en place des choses absolument incroyables pour soigner cette terrible maladie qui est le surcroît du désir sexuel féminin. En Allemagne, vous aviez des centres de cure au XVIIe siècle qui pratiquaient des douches pelviennes, des jets très forts en direction du sexe de la femme de façon à pouvoir satisfaire son désir. En Angleterre, il y avait une autre méthode, c'était les médecins qui pratiquaient des touchés, des caresses, pour mener la femme à l'orgasme, sans aucune satisfaction de leur part, évidemment. C'était un acte purement mécanique. On appelait ça la stimulation dactyle à l'époque. Ensuite, au XIXe siècle, c'est devenu le pénétrationnisme. C'était un acte purement médical. Alors, on a eu un film qui a raconté aussi cette histoire, s'appelle Oh My God, qui est sorti en 2011, et qui a fait révéler cette histoire du docteur Mortimer Granville au Royaume-Uni, qui était un médecin qui avait visiblement beaucoup de succès. Il passait toutes ses journées à donner du plaisir à ses patientes. Il n'en pouvait plus. Il avait la main endolorie, il avait des crampes, il l'a trempé dans des bacs avec des glaçons, mais ça ne marchait pas. Heureusement, le docteur Granville avait beaucoup de chance. Il avait un ami passionné d'électricité. L'électricité au XIXe siècle, on est au XIXe siècle, c'est tout nouveau. Et cet ami avait envie de rendre un service au docteur Granville, et il a créé le vibromasseur. C'est ainsi que le docteur Granville avait la possibilité de continuer à exercer et de soigner toutes ces femmes hystériques qui avaient absolument besoin de leur jouissance.
Donc, la vision de la sexualité et du désir féminin, on a déjà pris un coup, puisqu'on a quand même dit que c'était une maladie. Eh bien, au XIXe siècle, il y a un autre double coup qui va être quasiment fatal au désir féminin. C'est deux tendances culturelles, simultanées, sans aucun rapport, qui vont annihiler complètement le désir féminin. La première tendance, c'est le puritanisme victorien au Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, à cette époque-là, on édicte des codes de bonne conduite. On considère que le sexe, c'est abominable, qu'il faut craindre le sexe, il faut en avoir peur. On valorise la pudibonderie. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'émergence de cette image de la femme absolument abominable, dont il y a encore quelques résurgences aujourd'hui et dont le féminisme essaie de combattre les effets. Je lis juste un tout petit extrait de ce qu'on a pu dire à cette époque. Le mérite de la femme n'est plus simplement d'élever les enfants, mais de bien administrer sa maison et de rendre son époux heureux en le consolant et en l'encourageant. Voilà la doctrine de l'époque victorienne. La sexualité est complètement annihilée. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on a ? En Europe, on a un mouvement artistique, culturel très fort, le romantisme. Le romantisme est quelque chose de récent. On a l'impression qu'on a toujours connu ça, mais en fait c'est très récent. Ça a été construit notamment grâce à la littérature. Même en France, on a eu des écrivains extrêmement doués comme Victor Hugo pour sublimer l'amour. Mais c'est un amour extrêmement platonique, tout à fait dénué de charnel, de sexualité, de passion sexuelle. Dans la réalité, cette vision de l'amour tout à fait imagée, sublimée, n'a rien à voir avec la réalité biologique que deux individus peuvent éprouver, du désir charnel qu'ils peuvent éprouver l'un pour l'autre. Résultat des courses, en conjuguant l'image de la période victorienne, ce puritanisme, avec cette image également de sublimation de l'amour sans sexe du romantisme, la sexualité de la femme, le désir féminin est considéré comme abject et ne vaut donc strictement plus rien. En parallèle, en revanche, on parle assez peu du plaisir et du désir masculin, qui était donc moyen et qui continue à rester moyen. Ce qui signifie qu'on en arrive au XXe siècle à une position où le désir sexuel de l'homme devient subitement largement supérieur dans l'esprit général des gens à celui du désir de la femme. Et c'est cette image qui prévaut encore un petit peu aujourd'hui. Alors heureusement, au début du XXIe siècle, aujourd'hui, il y a quelques progrès qui ont été réalisés depuis une cinquantaine d'années. D'abord, il y a eu mai 68, il y a eu la période dite de la libération sexuelle dans les années 70. C'est une période qui a touché autant les hommes que les femmes de façon égale. Donc heureusement, la femme a déjà pu un peu se réapproprier sa sexualité. À la même époque également, deux événements évidemment tout à fait déterminants, l'émergence de la contraception et le droit à l'avortement, qui permettent à la femme également de revaloriser son désir aux yeux de la société. Et on pourrait même ajouter aujourd'hui, on a globalement une vision médiatique commune qui est l'égalité de l'homme et de la femme, y compris sur le plan de la sexualité. Donc il y a eu quand même des progrès réalisés sur les dernières années. En revanche, et c'est peut-être le petit point d'interrogation quand je parlais de libération dans l'intitulé de cet exposé, on n'y est peut-être pas encore complètement. Alors, James Mattock, je reviens à lui, qui avait été excommunié en 1600 aux États-Unis, il aurait été un héros, certainement, au XIXe siècle, capable de ne pas avoir de relations sexuelles, y compris avec son épouse, merveilleux. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. En France, il y a une décision de justice assez récente, en 2011, je vais lire un tout petit extrait. En mai 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un homme qui s'appelle M. Jean-Louis G à payer 10 000 € à son ancienne femme parce que lui aussi n'avait pas eu suffisamment de relations sexuelles avec son épouse. Et la Cour d'appel, en 2011, en France, nous dit « Les rapports sexuels entre époux s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage ». Alors, c'est un peu terrible parce que, évidemment, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'il n'y ait pas non plus de relations forcées dans le couple, donc évidemment pas de viol, mais on se retrouve dans cette situation où, si on force la personne à avoir une relation sexuelle, on va au pénal, devant les tribunaux, on va en prison, et en revanche, si on refuse d'avoir la relation sexuelle, on doit payer, on doit indemniser. Donc ça prouve bien quand même qu'on est dans une situation assez paradoxale en France aujourd'hui sur quel est le rôle et la place de la sexualité. La seule bonne chose, a priori, c'est que les hommes et les femmes sont traités de façon à peu près égale dans ce sujet. En revanche, le fait qu'il y ait eu à ce point une dévalorisation du plaisir féminin lors des dernières années a quand même une des très mauvaises conséquences en matière de recherche scientifique. Comme à l'époque, à la fin donc, du XXe siècle, le plaisir, le désir masculin était supérieur au désir féminin pour des raisons
principalement mercantile, les chercheurs ont fait beaucoup plus de recherches sur le fonctionnement de la sexualité masculine. Ils ont donc étudié les organes, le fonctionnement de la sexualité masculine. Ils ont trouvé des médicaments, le Viagra, qui est sorti depuis déjà quelques années, pour pallier aux éventuelles dysfonctions et impuissances de l'homme. Et la sexualité féminine. Alors peut-être dans quelques années, bientôt, il y aura des équivalents Viagra qui vont sortir, mais il y a eu un retard considérable. Ce qui est absolument surréaliste de s'imaginer aujourd'hui, c'est que ne serait-ce que d'un point de vue purement anatomique, la grande majorité de la population française, même dans le monde, n'a aucune idée du fonctionnement de l'organe génital féminin. Aujourd'hui, quand on pose la question simplement de savoir un clitoris, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup vont penser qu'il s'agit d'un petit bouton qu'on trouve à la commissure des petites lèvres de la femme. Mais pas du tout. Un clitoris, en fait, c'est un organe qui fait plus d'une dizaine de centimètres de long, qui certes a un petit gland, qui est justement ce petit bouton. Mais derrière, il y a des corps caverneux, il y a des bulbes qui vont tous se gonfler de sang lorsqu'il y a une phase d'excitation sexuelle. En fait, un clitoris est extrêmement proche, d'un point de vue anatomique, d'un pénis de l'homme. Comment se fait-il que énormément de personnes ne soient pas au courant du fonctionnement anatomique des organes génitaux féminins? C'est absolument terrible. C'est pareil, on parle de l'éjaculation féminine qui est accessible à peu près à 80-90% de l'ensemble de la population féminine. Personne ne sait comment ça marche ni comment ça fonctionne. On doit même parler parfois de sourcier pour les éventuels hommes qui parfois sont capables de prodiguer ça à leur partenaire. C'est absolument délirant. Il y a encore une éducation terrible à faire sur le sujet de la sexualité pour que, enfin, hommes et femmes soient complètement égaux dans la recherche du plaisir. Et cette recherche, elle passe également par la culture. Parce que cette vision, c'est la culture qui va pouvoir la développer dans la société. Il faut complètement arrêter cette vision qui, certes, est un peu dépassée aujourd'hui, mais dont il reste encore quelques subsistances que l'homme, quand il multiplie les expériences amoureuses, c'est un Don Juan, un Casanova, assez valorisant. Alors que la femme qui fait la même chose, qui multiplie les expériences amoureuses, c'est une pute, une salope. Voilà, des images absolument dégradantes de la femme, tout à fait inadmissibles. Et c'est juste la culture, les livres, les pièces de théâtre, des films, tout ce qui se passe, la télévision, tout ce qu'on verra autour de nous, qui vont pouvoir contribuer à améliorer cette image de la sexualité féminine et d'en faire absolument légale, au moins légale, de la sexualité masculine. Et alors c'était un petit peu le sens du bref extrait du film que vous avez vu juste avant, qui s'appelle Les filles d'Ève et du serpent, qui est actuellement en salle. C'est un petit peu la fin d'exploitation. Donc, si jamais ça vous a intéressé, allez-y. Alors, vous pouvez vous dire aussi, oh, ouais, il y avait des filles nues, etc. Oui, c'est très racoleur, c'est un piège. Allez-y avec vos conjoints, avec vos copains. Ils vont se dire, ah oui, super, il y a 2-3 femmes nues. Mais dans la réalité, c'est un message qui est beaucoup plus subversif parce qu'il est vraiment là pour valoriser le désir et le plaisir de la femme. Il y a une séance qui a lieu demain parce qu'on est en fin d'exploitation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver. C'est au Studio Galande qui se trouve près du métro Saint-Michel. Vous aurez toutes les informations sur Allociné si ça vous intéresse. Ça s'appelle donc Les filles d'Ève et du serpent. C'est à midi demain au Studio Galande. Alors je suis pas seul, heureusement, à travailler sur ce sujet de la sexualité et de la revalorisation du plaisir féminin. Vous avez également une écrivaine qui est extrêmement talentueuse et tout à fait pétillante. Elle s'appelle Octavie Delvaux et vous avez une chance inouïe parce qu'elle est parmi nous ce soir et elle va me succéder sur scène. Merci de votre attention.